comprendre un peu de ça, ce que j'essaye de vivre un peu. J'écris un livre, Roulotte Kistenzähler. Kistenzähler en allemand, ça veut dire âme d'une caisse. Donc c'est pas moi qui raconte l'histoire, c'est la roulotte qui raconte son histoire. Et moi je suis seulement le petit Grünkittel, de salopette verte, avec ses cheveux longs et cradoc. C'est le début de mouvements verts en Allemagne. C'est Tchernobyl aussi, parce que je mets encore mon ciboulette dans la roulotte avant de partir. Et ça commence à pleuvoir. Et heureusement, en Allemagne, tout était fermé, tu ne pouvais pas acheter des légumes, rien après cette pluie. Heureusement, on a traversé la frontière, hein, le Rhin, et puis là, c'était clean. C'était chouette, on pouvait acheter des légumes, on pouvait se promener, les enfants sont joués dehors. Donc c'est bien que le nuage de Tchernobyl s'arrête exactement à la frontière. Bon, de cette époque-là, cette roulotte raconte son histoire tirée par un tracteur Porsche en voyageant au maximum à 20 km/h. Elle raconte son amitié avec cette machine et avec moi, plus ou moins, son être de choses qu'on ne respecte jamais, de choses qui n'ont pas de vie. Bah, penses-tu? Donc elle raconte, un copain a fait des dessins. Et puis c'est magnifique à mon avis parce que c'est une... J'ai eu beaucoup de compliments chaque fois quand quelqu'un l'achète, ça coûte 15 €. Et puis c'est audité et les gens sont très contents. Ça me fait plaisir, ça fonctionne. Ça dépend de vraiment le temps. Donc là on est dans la deuxième partie. La roulotte est sur la route. On a juste traversé la frontière franco-allemande et puis il y a un phénomène qui arrive qui est inimaginable en Allemagne. Donc c'est la roulotte qui raconte. Il faut toujours se mettre ça dans la tête. Moi je suis le salopette verte et le petit rouge c'est le tracteur Porsche 22 chevaux. 6e chapitre, et si parfois un sourire pouvait tuer, d'un seul coup le monde a changé. Les routes s'ouvrent droit devant. La montagne est loin derrière et différentes essences de jeunes arbres bordent chaque côté de l'asphalte. Petit rouge bosse régulièrement et plutôt vite. De ce côté, la frontière, la plaine du Rhin, est aussi plate qu'une limande. Ici, les odeurs sont différentes. Celle de la mousse humide est plus forte et le parfum de la vase d'une petite mare chatouille mes planches. Plein d'oiseaux, de lapins et même de chevreuils s'enfuient à notre approche fracassante. Mes épis, ma copine et moi, sur le tracteur ne murmurent pas non plus. Ils hurlent des bribes, des phrases. Centrale atomique, Fessenheim, poisson mort, et ainsi de suite. Je ne les écoute que d'un volet, bien trop occupé par mes nouvelles sensations, et je me laisse ravir par ce nouveau monde, un réel bonheur. Pour la première fois, j'ai une terre étrangère sous les pneus. Et nous teuf-teufons, nous teuf-teufons, nous teuf-teufons. Marcus ne donne pas le moindre signe de quête pour un petit coin sympa. Non pas que j'ai soif ou faim, mais eux, les amoureux, là devant moi, et la sieste. Salopette verte ne veut pas avoir oublié la chose la plus sacrée et la plus aimée, l'inévitable sieste. Quelque chose ne tourne pas ronde, ça m'inquiète. Il n'aurait pas attrapé un nouveau virus typiquement français. Pas de symptômes apparents. Au contraire, devant moi, le Porsche turbine blablabla et mes compagnons humains papotent en gesticulant blablabla. Ils ne touchent plus terre depuis leur passage de la frontière. C'est pour ça qu'ils ont oublié le repas et la sieste. La forêt s'éclaircit et finit par disparaître. À perte de vue, d'immenses champs de blé s'étalent jusqu'à l'horizon. Plus un seul buisson, plus
le moindre d'arbre. Nous croisons de temps en temps une énorme sylloacrin planté en pleine nature, aussi grand qu'un immeuble de 10 étages, aussi morne et aussi froid. C'est ça, la France. La route file toute droite. Quelques hameaux, peu de villages, un poignet de gens travaillent dans le champ et la plupart nous saluent amicalement de la main. Dans le ciel d'un bleu d'azur, le soleil chauffe implacablement lorsque soudain, l'inimaginable arrive. Quelque chose d'impossible en Allemagne. Là-bas, celui qui n'arrive pas à nous doubler suffisamment vite appuie sur le klaxon, bob, bob, et très souvent, nous nous rangeons sur le bas-côté pour laisser passer l'imbécile qui, en signe de remerciement, se frappe la tempe avec l'index. Là-bas, les gens n'ont pas le temps, et c'est lui qui n'avance pas s'énerve parce qu'il croit le perdre son temps. Mais si, en France, Marcos, qui prévoyait moins de trafic, donc moins de gens énervés au volant, n'allait pas être déçu. Dans les vibrations des rétroviseurs, Marcos aperçoit une voiture qui s'approche lentement. Immédiatement, mon clignotant donne sagement le signal vers la droite pour indiquer au véhicule que, sur cette route bien droite, il peut doubler en toute sécurité. Clac, 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 clac. Seulement voilà. Mon ampoule clignote depuis plus de 4 bonnes minutes et la petite voiture ne double toujours pas. Incroyable, celle-là. Il semble vouloir me coller aux fesses. Non mais... Alors, ces salopettes vertes qui commencent à s'énerver en fassent toujours rien. Mais pourquoi il ne double pas? C'est ramalot du cerveau. Qu'est-ce que je dois faire, moi? M'arrêter, peut-être? La route est assez large pour 5 voitures. Quelle andouille! Alors, tu vas doubler ou? Tina, la copine, hausse les épaules. Et comme s'il avait entendu les paroles de mon énervé, le chauffeur commence à doubler, mais à une vitesse tellement lente que j'ai l'impression que ça n'en finit pas. Et voilà qu'un vieil 2 chevaux, un canard, comme disent les Allemands, un vilain petit canard se hisse le long de mon côté gauche, mais tranquille. Tu vois, vraiment tranquille. Ouf. Et après d'interminables secondes, elle arrive à la hauteur du tracteur et là, elle y reste. Dedans, un couple. Methuselah et Methusalem. Donc le visage ressemble à 2 petites pommes ridées. Salut Marcos et Tina d'un splendide sourire édenté. Mes 2 compagnons regardent cette apparition avec des yeux ronds comme des billes. 2 petits vieux, l'incarnation même de la gentillesse qui rigolent et applaudissent. Et voilà que le grand-mère lève son poing, le pouce tendu vers le haut. Impossible de ne pas comprendre qu'ils nous trouvent formidables. Tina se met à son tour à leur envoyer leurs salutations. Seulement voilà, mon chevelu le voit de loin, le camion qui arrive en face. Il leur fait signe de l'index, mais les 2 pommes ne regardent pas devant. Et pensant que Marcos leur a dit que la direction, ils pointent eux aussi leurs doigts vers l'avant, comme pour dire « Oui, 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 nous aussi, nous y allons. Aïe, 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 aïe. » Et mon chevelu fronce le sourcil et commence à faire signe que maintenant, il faut nous doubler. Et en vitesse, mais pas que des rides Pépé et pas que des rides Mémé ne comprennent rien et s'amusent à imiter Marcos comme il s'agissait d'un jeu. Et toujours avec un grand sourire anti-émaillé, diamant, sans savoir, sans voir le semi-remorque, tout feu allumé, klaxon hurlant, qui arrive droit sur eux. Et parce qu'il n'y a rien d'autre à faire, Marcos freine à mort. Ça me choque sévèrement dans les lattes. La Duduche freine, elle aussi, et s'arrête à hauteur de Petit Rouge. Tina cache son visage dans les mains et Marcos ferme les yeux. La catastrophe est imminente.
En face, la cabine du camion s'incline dangereusement vers l'avant, les routes du camion se bloquent, s'incrustent dans l'asphalte. Le semi-remorque s'arrête 5 mètres devant nous, sans déraper, dans une odeur forte de caoutchouc brûlé. Freinage impeccable. Les deux vieillards relèvent enfin leur grand nez et leur regard effaré. Ils réalisent et leur visage s'allonge, ne finissent pas par s'allonger. Pourtant, quelques secondes plus tard, comme si de rien n'était, les voilà qui repartent dans leurs 2 chevaux très hautentes, croisant le chauffeur du semi-remorque, si de rien n'était. Marcos et le chauffeur du camion se fixent à travers leur pare-brise, bouche bée, complètement abrutis, vidés et incapables de dire un mot. Ça dure longtemps. C'est Tina, la première, qui exprime son soulagement. Marcos a besoin d'un peu plus de temps. Qui pourrait penser que parfois un sourire peut tuer ?